Bon matinée, tout le monde. Mon nom, c'est David Levine, ancien gestionnaire dans le réseau de la santé il y a un certain nombre d'années. Je me rappelle fondement de ma première CLSI en 1975, quand on était juste au début, et c'était un CLSI qui avait des médecins qui offraient des services à la population. On avait à cette époque-là un grand nombre de médecins, mais ils étaient les étudiants internes de l'hôpital général de Montréal qui ont fait leur formation dans le CLSI. Ça a changé très vite après. On a une opportunité aujourd'hui de discuter de la gouvernance. Comment gérer l'offre de services pour augmenter l'accessibilité à la population. Et fondamentalement, ce qu'on cherche à faire, c'est de créer ce lien, cette relation avec la population pour qu'un individu sent globalement qu'il y a une prise en charge de son état de santé à travers toute sa vie. Quand il y a des moments ou des épisodes critiques, on est capable d'intervenir. Quand il y a des épisodes qui durent à long terme, à travers sa vie, on a une moyenne de faire le suivi et d'intervenir. Mais comment gérer ça? Quelle est la structure en place? Aujourd'hui, on a 4 panélistes, puis on est chanceux. On a quelqu'un de Colombie-Britannique qui va nous expliquer la structure qu'il utilise là-bas. Le docteur Birinder Narang va nous parler en anglais. Lui, il a une traduction, là, au moins il peut me comprendre. Là. Alors, s'il y a une problématique pour les gens dans la salle, parce qu'on n'a pas une traduction simultanée pour la salle, je peux phraséologie en français, ces interventions. Après ça, on a une intervention de Québécois, de McGill, mais qui a fait ses recherches pour la gouvernance en Ontario. Alors, Nadia, qui est au bout, et je vais demander à chacun après de se présenter, va nous parler de la situation en Ontario. Plus, on a 2 représentants, Marie-Hélène et Chantal Dufresne, de le CIUS de Laval, pour nous parler de la dynamique québécoise. On a le cadre de gouvernance qui a été mis en place en 2021 par le gouvernement, et chacune des 6 CIUS ont adapté ou pas adapté à leur façon puis à leur vitesse cette carte de référence, et évidemment une nouvelle loi, la loi 15, qui, selon plusieurs, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va faire dans les changements du réseau. Alors, je vais commencer, si vous n'avez pas d'objection, à demander à Nadia de faire une petite présentation et nous donner une brève description. C'est quoi la gouvernance en Ontario? C'est quoi l'offre de service en Ontario? Et après, dans une deuxième tour, on va parler comment ça change ou ça influence ou ça améliore l'accessibilité de la population à un médecin de famille, mais surtout à une équipe de prise en charge, parce que ça, c'était principalement où on cherche d'aller. Nadia. Merci beaucoup, Monsieur Levine. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors oui, moi je suis chercheur. Je suis actuellement à l'Université de Montréal à l'École de santé publique, mais lorsque j'étais à McGill, j'ai eu l'occasion d'étudier le système de santé en Ontario. Donc moi, je vais vous présenter ma vision de chercheur, d'une vision objective et basée sur les données probantes de l'état actuel en Ontario et des différentes réformes et des restructurations au niveau de la gouvernance. Donc, pour vous expliquer la situation actuelle en Ontario, c'est utile d'aller un pas en arrière et de vous expliquer la situation antérieure. Donc, il faut savoir qu'en 2007, en Ontario, il y a eu une volonté, comme on l'a ici au Québec, de mieux intégrer les services de proximité, les services territoriaux. Et donc, en 2007, le gouvernement a décidé d'implanter ce qu'on appelle les LHIN. Donc, plusieurs acronymes là, que je vais devoir vous expliquer là, ce matin. Donc, les LHIN en Ontario étaient des Local Health
Integration Networks. Et le but était de favoriser l'intégration des soins et de réduire la fragmentation. Donc ça, c'était en 2007 et il y a eu 14 lignes au niveau de la province qui ont été mises en place. À peu près 10 ans plus tard, on a réalisé qu'en fait, l'intégration, ce n'est pas vraiment faite. Il y avait eu très peu d'intégration de fait. D'une part, parce que les lignes ont pris un rôle beaucoup plus sur l'efficience, l'imputabilité, la surveillance et moins sur la coordination des services en tant que tels. Donc, ça a été critiqué du fait que c'était devenu des entités qui étaient d'une lourdeur administrative, d'une lourdeur bureaucratique. Et donc, avec cette réflexion-là, en 2019, donc vraiment très récemment, il y a eu une autre réforme majeure en Ontario qui s'est passée par la loi qui s'appelait le Connecting Care Act et qui a effectivement dissolu les lignes. Donc, les lignes ont effectivement disparu maintenant de l'Ontario depuis 2019 pour être remplacées par des structures plus petites et plus locales. Donc, on a voulu encore plus décentraliser. Donc, les nouvelles structures maintenant en Ontario, ils s'appellent des Ontario Health Teams. Donc, on est passé aujourd'hui de 14 lignes à 54 Ontario Health Teams qui ont le mandat d'être plus flexibles, plus agiles pour intégrer les services de proximité. Donc, il y a deux éléments de ce changement-là qui sont vraiment importants à comprendre. D'abord, les Ontario Health Teams, comparativement aux LHIN. Donc, les LHIN, c'était vraiment au niveau régional. Les Ontario Health Teams, maintenant, ils sont des entités vraiment au niveau communautaire. Puis, ce qui est fascinant dans la décision du gouvernement par rapport aux Ontario Health Teams, c'est qu'ils ont laissé la liberté aux prestataires de s'auto-organiser en équipe. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui a décidé des frontières ou quelles entités allaient être fusionnées, pas fusionnées, mais mises ensemble. Donc, c'est vraiment des prestataires issus principalement là, de la première ligne, mais qui ont créé par eux-mêmes des partenariats avec des hôpitaux, des organismes communautaires, soins de longue durée, et qui ont décidé de se former une équipe, un Ontario Health Team. Donc, ils proposent leur équipe au ministère avec une proposition de financement. Et une fois que c'est accepté, bien, cette équipe-là, avec leur propre conseil d'administration, s'auto-gouverne avec certaines redditions de comptes au niveau des indicateurs de performance, etc. Donc, c'est vraiment un changement assez drastique vers maintenant un système de gouvernance qui, puis je vais vous parler peut-être plus tard des données probantes qu'on a actuellement là, sur comment ça fonctionne, mais on est vraiment essayé de passer vers un autre niveau de décentralisation. On délègue beaucoup plus de pouvoir et qu'on laisse place à le pouvoir de décision au niveau des prestataires. Donc, c'est ce que j'aimerais commencer par vous partager en termes de la structure en Ontario. Et peut-être une dernière chose qui fait vraiment écho avec ce qui se passe avec le projet de loi 15, c'est que ces Ontario Health Team, ces 54, ils relèvent maintenant d'une agence centrale qui s'appelle Ontario Health et qui ressemble beaucoup à ce que le projet de loi 15 souhaite faire avec Santé Québec. En fait, c'est quasiment la traduction. Hein? Donc, c'est vraiment une agence centrale qui sépare du ministère. Le ministère garde les orientations, mais cette agence centrale va faire tout ce qui est l'opérationnalisation. Donc, vraiment, la même idée de ce qu'on va faire avec Santé Québec, là, si ça va de l'avant. Donc, il y a cette agence centrale-là qui a cette surveillance globale de ce qui se passe avec les équipes. Puis, je peux vous en parler un peu plus tard là, de qu'est-ce qui s'en vient dans le futur aussi, mais je vais peut-être arrêter à ce moment. Un petit sous-question avant de passer à Colombie-Britannique. C'était la question que vous avez mentionnée que chacune de ces health teams ont un conseil d'administration. Oui. Qui nomme ce conseil d'administration et qui nomme le responsable ou le directeur général de ces équipes? Ils choisissent leur propre représentatif pour leur conseil d'administration. Donc, ce n'est pas nommé par le ministère. Okay. Donc, si on pense,
qui est dans ce conseil d'administration? On va avoir des représentants médecins, des représentants des hôpitaux, des représentants des organismes communautaires et des représentants patients. Donc, chacune de ces différents partenaires-là vont nommer leur propre représentant qui va siéger sur le conseil d'administration. Et est-ce qu'ils nomment le DG, le personne responsable de l'équipe? De cette équipe-là, oui, il va y avoir OK. un chair co-chair, mais c'est vraiment d'en bas que c'est créé, le conseil d'administration. D'accord. Alors, Dr. Berinda, British Columbia. It's a nice place. I think there's a lot of similarities from what I've heard from what Nadia shared. So a bit about myself. I'm a family doctor by training. And in British Columbia, we have nonprofit societies called the Divisions of Family Practice. So there are 35 amongst the province of British Columbia, and I'm the board chair for Burnaby, which is a city right next to Vancouver, about 250,000 population. So the Divisions of Family Practice were developed about 15 years ago, and they are funded nonprofit societies which are funded by the Ministry of Health. How they're funded is through joint collaborative tables. So there's 4 joint collaborative committees in British Columbia, which are shared tables between the Doctors of BC, which are BCMA Medical Association, and the Ministry of Health. So there's the Family Practice Services Committee, Specialist Services Committee, Shared Care Committee, and the Rural Committee, which I can't remember the name of. And so then the Family Practice Services Committee provides the funding and infrastructure support for all these 35 divisions of family practice. So that was been there for 15 years. Now, the role of the divisions has been recruitment, retention, CME planning, community integration, kind of serving the needs of the physicians. And so the boards are selected by the physician members. And we have 5 or 6 board members now, 4 physicians. We have our executive director, and we have 2 community members who were selected they were headhunted, essentially, because of their leadership and governance experience in the nonprofit sector. Because we're physicians, we're good at what we're good at, we're stupid at what we're stupid at. And so we need to learn this. No one teaches us how to be leaders. You learn it by doing it. And that's another problem. But so we have brought someone in from the education sector who had been on the board of education for many years, and someone who was an executive director of another nonprofit society. And so that has really helped us over the last I've been board chair for 2 years, served on the board for 5 years now. And what we've known, even in the last 2 years, we've completely changed the governance of our own organization to be a policy-governed organization. So we're very clear that the board is a strategic board, not operations, and that we have executive limitations for our executive director, and we have standard reporting mechanisms every month for our board meetings, so that we have a good glimpse into the operations, but are very clear that we're not meddling with the operations. So that's our internal governance structure. On a provincial level, about 5 years ago, this primary care network initiative was announced, and that was, really how do we actually strengthen that bond between communities, community agencies, patients, municipalities, and the physicians, and the health authorities. And so it was very heterogeneous how they were implemented, which is why now 5 years later, the Ministry of Health is going an entire governance refresh process, literally as we speak here. And the reason why they're doing that is because there's heterogeneous and inconsistent in delivery and in structure and in expectations. So there was no standard metric reporting. People were doing their own thing. So I don't know how it got to that state, but this is when I entered the space of, these approved service plans with inconsistent funding, to the point where one of our pieces we were funded for, we've had to submit the proposal 3 more times despite being approved 3 years ago.
So this is the inconsistency of the government end of it in sticking to their promises to the point where there were signed contracts that were then reneged after they were signed from the ministry end. So now I'll talk about the governance of our primary care network. So in Burnaby, how we set it up, it was we have a tripartite leadership. So there's the Division of Family Practice, for what my executive director is the representative there on the steering committee. There's Fraser Health Authority, which is a large health authority that they have a local leader there. And then there is a community representative. We have a group called the Burnaby Interagency Council, which is a consortium of 34 nonprofit agencies within the community. And so they're represented at our governance table. So all of our initiatives in primary care go through that lens. So through that, we've attached 20,000 patients over the last few years. We've done all sorts of community things we never thought we would do, like community fridges, digital literacy training, older age socializing training, and these are all initiatives. There's, I think, 15 of them that are all within the primary care network structure. Every patient in Burnaby has access to counseling, social work. Now we've introduced dietitian, pharmacy, clinical pharmacist, physiotherapy, and we have the only funded behavioral change program in British Columbia. That was launched during the pandemic. And so a lot of good things happening. If the audience doesn't mind, I'm just going to give a sub-question to Verinda in English, just to make it easier. Non, parlez français. Parler en français, ben, c'est excellent. Alors, ma sous-question, puis on va avoir la chance d'échanger là-dessus par la suite. Cette gouvernance, est-ce qu'elle est gérée par les médecins ou est-ce que cette gouvernance est prise en charge pas nécessairement par l'équipe médicale? So the governance of my organization was determined by our physicians because we are registered as an independent nonprofit agency, and we are clear in our mandate that we are a member-driven organization. So our responsibilities are our membership, and our membership is our physicians. But it's funded by the Ministry of Health. Okay. So you can understand there would be natural push and pull there, and that's why there have been such heterogeneity in the governance of the organizations across the province, and which is why next week I am joining a provincial working group on governance for the Division of Family Practice. Okay. At the governance of the PCN steering committees, in theory it sounds great. We've done some great work for our community, but the funding flows through the health authority. So the local leadership table still can be vetoed by someone a few levels above within the health authority who has no local context of why that decision was made. Okay. So that process is what's being refreshed by the government too, to try to empower local tables to have reciprocal accountability, mutual accountability standards set at that table, which is acceptable to the ministry, but then to have that more autonomy in their governance, because right now that hasn't existed. Okay. On va avoir la chance de poser des questions après parce que déjà j'ai plusieurs questions à poser de le fonctionnement plus détaillé. Alors on va passer au Québec, à Laval, et de voir, je ne sais pas si c'est Dr. Dufresne qui va nous parler de la structure de gouvernance qui existe aujourd'hui à Laval. Oui. Alors, bien c'est ça, la première ligne médicale à Laval, extra-établissement, est gérée par le DRMG. Et je suis le chef du DRMG. Aussi médecin de famille en GMF à Laval. Et moi aussi, j'ai commencé ma carrière en CLSC. Ça fonctionnait bien au CLSC de Churchill. Donc, aujourd'hui, dans le maintenant, la gouvernance à Laval, en première ligne, relève du DRMG et ça inclut toutes les GMF de Laval. Alors, on a 18 GMF, groupe de médecins de famille, qui travaillent avec d'autres professionnels en interdisciplinarité. Ça a été beaucoup discuté hier.
Puis c'est en développement et c'est un beau travail à faire. Et on a aussi des GMF-R, qui sont des GMF réseau, qui, eux, ont une mission supplémentaire qu'en plus de suivre les patients inscrits au GMF, vont mettre des plages d'accès populationnel, donc des patients orphelins, des patients d'autres GMF qui ont besoin de consulter, qui n'ont pas de place dans leur GMF. Donc, c'est ça, on a 4 GMF-R à Laval, 3 GMF-A qui sont comme un peu les GMF-R, mais un peu plus petits. Et on a 2 GMF avec la vocation universitaire. Et on a des cliniques médicales non GMF. Alors, toute cette première ligne est gérée par le DRMG, qui relève du ministère. Quand on parle, ma question, gérée par le GDRMG, qu'est-ce que ça veut dire de ce degré ou niveau de gestion? Oui, bien, dans le fond, gérer, peut-être pas le bon mot, c'est faire une association de collaboration, parce que présentement, dans la structure actuelle, le DRMG n'a pas de pouvoir d'imposition de fonctionnement sur les GMF. Il y a un cadre GMF à respecter qui est fait par le ministère. Donc, tous les GMF doivent fonctionner dans le cadre, mais comment adapter des besoins locaux, des besoins qui se créent au cours de l'année, qui changent, ça se fait dans un esprit de collaboration. On a une table des chefs GMF avec le DRMG. On s'assoit ensemble, on discute avec le directeur général du CIS de Laval, avec le DSP. Donc, on discute des enjeux, des choses qu'il faut faire pour offrir de l'accès à notre population et répondre à leurs besoins. Pour la question de l'offre de service, et c'est fort intéressant votre commentaire délicat de la DRMG, de persuasion, d'embarquer les gens. Le financement de chacune des GMF, GMFR, ça passe à travers le CIUS. C'est le PDG qui fait la demande au gouvernement et qui reçoit une approbation et distribue après, selon la demande de chacune des GMF, qui reste assez autonome dans leur fonctionnement. Effectivement, c'est signé par entente. Donc, nous, si on regarde au niveau de Laval, on a vraiment une belle collaboration, puis on s'en va vraiment vers quelque chose de nouveau au niveau de la première ligne. Donc, actuellement, effectivement, les DRMG sont en charge de beaucoup de tout ce qui est au niveau médical, mais ce qu'on venait vous présenter aussi aujourd'hui, c'est vers où on s'en va pour la suite. Donc, comment on va arrimer les services qui sont tant au CIS, mais qui sont offerts au DRMG pour qu'on puisse travailler en collaboration, puis aller un petit peu plus loin. Donc, mon chose ne fonctionne pas. Ah oui, ça fonctionne. Désolée. Donc, si on regardait, on se base vraiment sur ce que le ministère nous amène au niveau du plan santé, le concept phare de la première ligne. Donc, d'aller vraiment vers un accès au GMF, un accès vers l'auto-soins, des liens avec les pharmaciens, des liens aussi avec tout ce qui est les CLSC, les organismes communautaires. Donc, ça, c'est vraiment notre base. Ce qui est venu impacter dernièrement, peut-être que vous en avez entendu parler, on parle de certains projets de loi 15. Donc, dans le projet de loi, il y a vraiment quelque chose qui est au niveau de l'accès. Donc, il vient renforcer encore là notre désir d'avoir une première ligne puis des services encore plus forts. Donc, et ça s'inscrit avec notre nouvelle planification stratégique aussi au niveau du CIS de Laval, où, comme vous le voyez dans le coin en haut à gauche, où on parle vraiment, on a mis l'accès qui est au cœur de nos orientations stratégiques pour les prochaines années, les 4 prochaines années. Donc, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ce que le ministère souhaitait nous transmettre. Donc, ce qui nous amène à la vision qu'on vient vous proposer aujourd'hui, qui est la vision qu'on va mettre en place au cours de la prochaine année, qu'on a déjà commencé et qu'on souhaite revenir dans un an, vous représenter la finalité de cette vision-là, qui est vraiment de mettre en place une gouvernance qui vise l'amélioration, la bonification des services de première ligne, qui est une structure administrative et clinique qui facilite un accès aux bons professionnels. Et Dr Dufresne va renforcer au bon moment. Donc, ce qui est vraiment quelque chose qui est très important et où on axe aussi beaucoup au niveau de la cogestion médicale. Ce qu'on voit pas aussi, c'est vraiment la part de l'usager partenaire qu'on veut inclure là, dans l'ensemble de toutes nos démarches. Okay. Oui? Je vais juste parce qu'avant qu'on va un petit peu plus loin, est-ce qu'on envisage que cette
nouvelle gouvernance va améliorer la question de l'accessibilité. J'aimerais poser la question à chacun des panélistes. Quelle est l'évaluation de l'accessibilité dans les juridictions dont vous parlez actuellement? Nadia. Oui, alors actuellement, en Ontario, si on regarde le taux d'accès à un médecin de famille en Ontario, c'est stable à 90%. Donc, d'une part, c'est plus haut qu'au Québec. Au Québec, on est autour de 80%. La moyenne canadienne, c'est environ 85%. Donc, l'Ontario, généralement, a un bon taux d'accès aux médecins de famille, en partie à cause d'un gros roulement dans les dernières 20 années de nouveaux modèles de soins primaires. On appelle ça le alphabet soup, la soupe à l'alphabet en Ontario. Les Family Health Organization, Family Health Networks, Family Health Groups, Family Health Teams, différents types de modèles de première ligne qui offrent aux médecins différentes façons d'offrir de l'inscription à leurs patients. Donc, avec différents modes de rémunération, les Family Health Teams qui sont interprofessionnels, d'autres structures qui sont juste des groupes de médecins. Donc, ces modèles d'inscription-là ont fait augmenter l'offre en termes d'accessibilité en Ontario. Mais ce qui se passe, c'est que depuis les dernières années, ça a stagné. Donc, on plafonne à 90%, on n'arrive pas à aller plus loin. Et une des idées, en partie, c'est parce que ces modèles-là ont été figés. Donc, en 2012, on a arrêté de créer des Family Health Teams qui sont l'équivalent de nos GMF ici. Donc, il y a juste un quart de la population qui a accès à ces équipes-là. On a arrêté de les financer. Pourquoi? C'est très cher. Et le gouvernement n'était pas convaincu qu'il y avait de l'impact en termes d'efficience, en termes d'efficacité. Donc, tous les nouveaux médecins qui sortent, ils ne peuvent pas se rendre dans ces nouveaux modèles-là parce qu'ils sont complets et puis il n'y en a pas des nouveaux. Donc, en partie, il y a un problème maintenant de pouvoir poursuivre ces modèles-là pour améliorer l'accès. Et bien que l'accès en Ontario est élevé, on voit quand même encore des problèmes en termes d'équité. Donc, les personnes au niveau rural, les personnes avec comorbidité, les nouveaux immigrants, les personnes qui sont vulnérables socialement ont encore de la misère à avoir accès à la première ligne. On sait à cause des déterminants sociaux de la santé qui sont une raison, mais aussi pour essayer de naviguer le système. Et aussi, j'aimerais commenter sur un effet pervers du mode de rémunération qui a été mis en avant pour certains types de modèles de première ligne en Ontario. Donc, les modèles de première ligne, les Family Health Team, Family Health Organization fonctionnent par capitation, majoritairement, avec un peu de frais à l'acte, des bonus, etc. Mais l'effet pervers de cette nouvelle façon d'essayer d'améliorer la continuité des soins, d'améliorer l'accès, c'est que quand ils ont pensé au mode de rémunération, capitation, ils ont seulement ajusté pour l'âge et le sexe. Ils n'ont pas ajusté pour la complexité. Ça fait que tous les médecins qui ont voulu se mettre dans des équipes interprofessionnelles, ils avaient intérêt à avoir les patients les plus en santé. Ouais, le plus Donc, léger. c'est qui les patients qui profitent des équipes interprofessionnelles? En fait, c'est ceux au niveau socio-économique les plus élevés, à plus faible taux de comorbidité, donc complètement dans le sens contraire de l'idée originale. Donc, comment on finance aussi la rémunération peut avoir un grand impact sur l'accès et l'équité aux soins. Donc, si au Québec, on veut penser à s'en aller vers la capitation aussi, il faut vraiment penser à la formule de la capitation. OK. Burinder, en Colombie-Britannique, l'accessibilité. So it was really bad. C'est clair. It's bad. Like you look at any of the media of the last year, and there was this big campaign because a quarter of our population didn't have a family doctor. If you look at the people graduating from family medicine programs at UBC, 15% were going into family practice. We were training people to do anything but family practice because they had put all these initiatives in on administration of family practice, but they never invested in the profession. So you had stagnant fees for the last 20 years. You had, stagnant fees. You had
85–90% of the family physicians working in fee-for-service. Fee-for-service, again, talking about remuneration, it's you get paid for that visit, your standard fee, whether it's 5 minutes or 15 minutes. And so, you know, this might be provocative, but that is an impact of colonialism and systemic racism, because you're assuming that the patient can speak in your language. You're assuming that they will have the health literacy and access to talk to you about their problems. So what was it leading to? Garbage medicine. 5 minutes, 50 patients a day, no follow-up. That was the state of affairs. So the government put in these nice initiatives. They said, here, we'll fund you to have a nurse in your practice. But then you have to attach 500 more patients. Otherwise, you don't get that nurse. And so the target of attachment has been a priority, but it's been an arbitrary metric that doesn't work, because they weren't counting people who were being detached. So we have to do regular reporting on patients who are attaching to our communities, and the way that they want physicians to do it is through billing. So it's like, through your bill, you have to bill an extra code to indicate that you've attached a new patient. And physicians suck at billing. We don't want to be billing. Fee-for-service is hundreds of pages of codes for different billing services too. So they were saying, okay, here's another code, bill that as well. So it wasn't capturing what was actually happening on the ground. And then you had this mass exodus of family practice happening, and all these patients being orphaned, and no one was counting them anywhere. And so about 6 months ago, well, when we talk about inconsistencies, there were practices getting bailed out left, right, and center because they couldn't afford to keep the doors open. 40% overhead. Cost of living in British Columbia, everyone knows, so obviously cost of living correlates to cost of operating business. So you had these people with massive amounts of debt coming out of medical schools trying to live in British Columbia who believed in the value of primary care but could not afford to do it. So you have all this kind of perfect storm happening, and then COVID hits, and then things start shutting down. Our electronic systems are completely siloed. We have 32 primary care EMRs in British Columbia, and none of them talk to each other. So based on what your physician has as a vendor, depends on what level of information the patient has access to. Do they have online booking? Do they have document transfer? And so we're working on the governance of that right now as well. And it's very messy. The data silos are contributing to inequity in access, in my opinion. There's no data on this because no one's going to look at it. But yeah, we still attached 20,000 patients in Burnaby and recruited people despite all of this. The biggest change that's happened over the last 6 months is the government and the physicians through this collaborative tables renegotiated a new payment model to reinvest in the time spent with patients. It's a blended model of a payment per hour plus a part of it for the encounters, the fee-for-service part, and a part of it on your capitation, which absolutely has complexity as part of it, because capitation is useless if you're not looking at complexity. So that has now, within 2 months, 50% of the physicians have switched over to this model, and it's not a contract. This is a new billing system with only 10 fee codes. Ma question à la fin, puis là on va passer à Laval, c'est est-ce que c'est une structure de gouvernance ou une mode de rémunération mieux appropriée qui va influencer l'accessibilité? Et dans le fond, c'est ça la question, parce qu'on focus beaucoup sur gouvernance, structure, qui est en charge de quoi, mais en réalité, qu'est-ce qui motive notre corps médical avec leurs équipes, et je parle toujours des autres professionnels, avec le médecin, jamais un médecin seul, qu'est-ce qui va les orienter dans la bonne direction? Alors, pour Laval, la question de l'accessibilité. Oui, est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint, s'il vous plaît? Merci. Fait que, c'est ça. À Laval, au Québec aussi, je pense qu'il y a 2 réponses. Il y a l'accessibilité pour les médecins qui ont un médecin de famille, qui sont inscrits, puis il y a l'accessibilité pour les patients qui n'en ont pas, qu'on appelle les orphelins. Je pense que c'est vraiment 2 réalités. Donc, à Laval, les patients qui ont un médecin de famille ont directement accès à leur clinique, ils appellent, ils vont avoir un service, bon, peut-être pas dans 100% des cas, là, mais c'est ça, l'accès
aux médecins de famille leur permet d'avoir une panoplie de services ensuite. Puis c'est ça, pour les patients orphelins, c'était plus compliqué avant la création des GAP, guichets d'accès aux patients orphelins, qui sont là depuis à peu près 1 an. Donc maintenant, les patients orphelins ont la possibilité d'appeler une équipe d'infirmières qui va faire un triage du besoin, des priorisations et qui va diriger le patient au bon professionnel au bon moment en établissant des corridors de services, comme par exemple avec les pharmaciens quand c'est pour un renouvellement de médicaments, avec la clinique de dépistage ITS du CLSC quand c'est juste pour un dépistage ITS. Et quand le patient a besoin d'aller voir son médecin, d'aller voir un médecin parce qu'il a un besoin médical, bien là, c'est ça. Il y a beaucoup de GMF à Laval qui ont embarqué, qui offrent des plages pour les patients orphelins. Le focus de nos interventions était traiter le volet immédiat du besoin du patient. Il y a une situation qui arrive, le patient contacte, puis on va éviter les visites à l'urgence en offrant une autre alternative. Mais le rôle principal de, j'aime pas l'expression première ligne, de l'équipe de prise en charge de l'individu et du médecin de famille est de faire un suivi à travers la vie de l'individu et être capable de supporter à travers différents épisodes plus ou moins sérieux. Est-ce que ce type d'accès a un pendant, une moyenne que ça va de cet dit accès immédiat vers un accès plus soutenu? Dans le fond, vers un suivi global. Oui. Oui, c'est ça qui manque aux patients qui n'ont pas de médecin de famille, le suivi global. Présentement, on n'a pas de réponse. Il y a de l'inscription collective qui s'est faite à travers le guichet des patients orphelins. Mais cette inscription collective-là, présentement, est là pour un besoin ponctuel. OK. On comprend que le besoin ponctuel et le critique de la population qui touche un gouvernement est cette critique d'un besoin immédiat. On doit attendre tant nombre d'heures, on fait une demande, puis on n'a pas un retour d'appel avant X jours. Et c'est toujours ça, et c'est pourquoi on arrive à mettre focus là-dessus. Mais le réel focus ne devrait pas être là, parce que ce n'est pas ça qui améliore l'état de santé de la population. Ce n'est pas ça une approche populationnelle. On utilise l'expression beaucoup, approche populationnelle, mais ce n'est pas ça l'approche populationnelle. Bon, ma question maintenant, parce que je veux donner la chance à l'auditoire, est-ce qu'un changement de gouvernance peut influencer cette accessibilité ou c'est simplement un engagement des gouvernements de mieux financer l'offre de services? Est-ce que c'est une question comment il est géré ou qu'est-ce qu'ils ont à gérer? De mon point de vue, c'est les deux. Donc, ça prend une certaine gouvernance partagée pour avoir des priorités communes, une entente commune pour pouvoir justement intégrer, coordonner les services, pour pouvoir assurer une trajectoire de soins. Il faut penser en termes de trajectoire de soins du patient, en termes de transition de l'hôpital à la communauté, réhabilitation. Donc oui, si on veut favoriser l'accès, si on veut améliorer l'expérience patient, la structure de gouvernance, elle est importante pour pouvoir favoriser cette intégration-là. Mais à la base aussi de ce qu'on voit pour l'accès, il y a cette valorisation des professionnels de la santé aussi qu'il ne faut pas oublier. Fait que si on pense au quintuple aim, ça passe par l'importance de la satisfaction des patients, mais aussi satisfaction des professionnels. S'ils se sentent valorisés, s'ils sont capables de bien communiquer, bien se coordonner, ça va finir par améliorer l'accès aux soins. Je pense qu'on a une grosse réflexion à faire sur qui devrait être la porte d'entrée en première ligne. Est-ce que justement, avec l'inscription collective, il y a des leçons à aller apprendre du GAP. Est-ce que c'est vraiment toujours le médecin qui devrait être celui qui... En fait, le GAP fait le triage, mais ce qui ne se passe pas actuellement en GMF. Donc, est-ce que finalement, on devrait faire ce triage-là en GMF pour que le patient arrive au bon professionnel au bon moment, pour pouvoir maximiser le potentiel de tous ces professionnels de la santé pour qu'ils puissent travailler au maximum de leurs compétences,
il y a encore un manque de potentiel à ce niveau-là. Il y a encore du jus à aller sortir des équipes interprofessionnelles pour que tout le monde puisse contribuer au maximum de leur travail. Si je peux juste parler, je sais que le temps file, mais juste pour vous dire ce qui s'en vient en Ontario, vous savez, je vous avais parlé que les Ontario Health Team avaient un modèle de gouvernement très décentralisé, un pouvoir de décision local. Depuis l'année dernière, le gouvernement annonce un nouveau plan qui veut reprendre un peu de contrôle. Donc, il veut standardiser. On ne sait pas comment ça va se dérouler, mais il veut standardiser le modèle de gouvernance et il veut que les Ontario Health Team créent des organismes à but non lucratif qui vont gérer leurs activités. Donc, est-ce que finalement, on retourne plus vers un mode de contrôle, puis est-ce que ça va enlever cette flexibilité au niveau local? Je pense que ça reste à voir, mais quand on compare toutes les juridictions, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, puis même ce qui se passe en Europe, tout le monde a ce défi d'essayer de trouver la bonne balance entre le niveau de décentralisation, mais avec un certain encadrement central. Puis c'est quoi cette juste balance? Puis je pense que tout le monde essaie d'arriver à cette juste balance. On verra ce qui se passe en Ontario ici prochainement. Birinder. So I think you need strong governance to protect yourself from government. I think that's what it comes to. Governments change, right? And politicians change, their priorities change. So the governance structures have to be sound to withstand the political pressures. And how do you be strategic in putting pressure on politicians is you have community engagement. And so the strength of that is if you have patient engagement and support aligned with the medical needs, we talk about what a winning condition, that to me is a winning condition. Okay. Because this might sound like virtue signaling, but I do believe all the physicians that I work with in the leadership spaces in my circles there are there for the right reasons. They're not there for self-serving. No one wants to get up at 7 a.m. and discuss governance before they do their full day of clinic. Like it's garbage. Like, you know, we don't want to burn out on administrative tasks, which takes us away from patient time. But if the physicians aren't involved, the policy might seem sound that comes through these other stakeholder tables, but it's not realistic. You can't have metrics of attachment or A1C targets or smoking cessation if I'm trying to keep my patients, off of their fentanyl. Like that's what I work at a community health center on day to day. So I think the reality of your local experience can only be expressed with local leadership tables. And so even within our primary care network, I didn't get into the granular detail, but even in our city, we have 4 local leadership tables. Each local leadership table is a physician in that community with community representatives in that community. So that's like a quarter of our city. They will tell our PCN, we have access issues with physiotherapy. We have access issues with counseling. So we need your X amount of money that you've been allocated to this fund. That needs to be highlighted here. But in the community next door, they might not need the same allocation. Correct. So it is really a ground-up approach, and that gives us municipal partnerships, community agency partnerships, and our patient partnerships, and that is what is sustainable. OK. La question qu'on va poser, même chose à Laval, la loi 15, évidemment, qui va changer une certaine dynamique. Est-ce que c'est la gouvernance qui va augmenter l'accessibilité ou est-ce qu'il y a d'autres choses à introduire pour augmenter l'accessibilité? Je ne m'avancerai pas sur le côté politique. C'est pas mon domaine, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de la gouvernance pour justement coordonner tous ces services-là. Okay. Parce qu'un problème qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Les patients ne savent pas à quelle porte frapper. Puis, c'est ça, il faut établir une gouvernance pour harmoniser tous ces services-là, puis favoriser à ce que le patient entre. On a plusieurs portes, oui, ils peuvent rentrer par où ils veulent, mais qu'on le dirige vers la bonne place, bon professionnel, au bon moment, puis qu'on poursuive dans le continuum du service, qui est une continuité. Je pense que c'est un petit peu ça qui manque, comme vous mentionnez, là, au patient, une prise en charge globale, un chef d'orchestre, puis qu'il y ait une continuité dans ces services-là.
Puis peut-être, si je peux uniquement ajouter, Nadia avait raison quand on parlait de l'interdisciplinarité qui est à exploiter un peu plus au Québec, mais aussi il y a tout le changement de la culture de soins pour la population, de voir que peut-être le médecin de famille, c'est pas la finalité. Fait qu'il y a cette vision-là aussi souvent chez l'usager de dire, ben c'est le médecin qui va régler mon problème. Mais peut-être dans ce qui s'en vient, de voir qui est la bonne personne pour répondre. Donc ça passe aussi par un changement de culture au niveau de la population. Bon, je vais prendre ce dernier commentaire et le commentaire que Nadia a mentionné parce qu'on a dit le porte d'entrée. Et au début, on a dit le médecin de famille est le porte d'entrée de notre système de santé. Et c'est comme quelque chose qu'on a dit depuis très longtemps. Mais je ouvre la réflexion sur peut-être ce n'est pas le médecin de famille qui est le porte d'entrée. Peut-être il doit y avoir d'autres types de professionnels qui sont le porte d'entrée, avec certaines habilités de faire un triage, avec certains jugements, capables d'envoyer les personnes, mais en aidant, pas les envoyer, les oublier, mais avoir des mécanismes pour les aider à brancher correctement dans le système. Le rôle de ce type, on a parlé hier un peu de l'infirmière pivot en cancer. Mais la notion d'un pivot, la notion d'un gestionnaire de cas, la notion où la porte d'entrée va ailleurs, peut être un confort énorme à la population. Ça n'enlève pas le temps des médecins. Eux peuvent être là pour vraiment embarquer au bon moment. Vos réflexions là-dessus, un moment, oui. I mean, you're talking about team-based care in an actualized setting. Right. And so that is what I do every day. In my community health center, I have licensed practical nurses, registered nurses, nurse practitioners working alongside with physicians. We have huddles, team meetings, acute problems, UTI, cough, cold, I don't want to say simple, but more straightforward presentations. The nurses will see them. And we will have a doctor on rotation every day to support them while seeing their own patients. So our volume we'll be seeing is a little less, but we will be the backup. I need you to check this ear for me. I need you to check that. The nurses will do the PAPs. I'm sorry, it looks like there's an abnormality. Do you mind checking this with me? So that is one way we've done it to reduce access, because they know the appointments with us might take a few weeks, but that doesn't mean their care has to stop. In a blended booking model too. Mais l'élément important de ça, c'est de mesurer la prise en charge de ces personnes et pas uniquement, comme vous avez dit, par une code spécifique de dire j'ai un nouvel patient. La notion qu'un GMF dans son ensemble fait une prise en charge est peut-être un concept qu'on doit introduire pour pousser ça vers un autre mécanisme de prise en charge. Oui, Nadia? Ça me tente juste de vous dire que les données probantes soutiennent que les infirmières sont complètement en mesure de faire une grande majorité des tâches nécessaires pour la prise en charge des patients. Et ce que la littérature nous montre, c'est que non seulement la qualité est aussi bonne, mais les patients sont très satisfaits parce que, vous allez m'excuser, Beringer, les patients se sentent aussi que l'infirmière prend le temps, plus de temps de prendre avec le patient. Donc, au niveau de l'expérience de patient, c'est positif. Et au niveau de la qualité, c'est positif. On le voit avec les cliniques IPS. On a encore très peu de données au Québec, mais en Ontario, on a les nurse-led clinics depuis des années, puis ça fonctionne extrêmement bien. Les patients sont très satisfaits. Donc, est-ce que les médecins de famille ne devraient pas plutôt devenir des experts dans l'équipe interprofessionnelle qu'on interpelle seulement pour dans les cas nécessaires où on a vraiment besoin de cette compétence médicale et laisser à des infirmières pivots le rôle de triage, le rôle de prise en charge? Donc, on a des modèles à l'international et ailleurs qui montrent que ça peut fonctionner. Si je fais une petite conclusion avant de vous laisser poser des questions, on arrive à dire oui, une structure de gouvernance requise parce qu'il y a beaucoup de choses à coordonner ensemble, un financement approprié selon le besoin spécifique des différentes communautés et laisser ces communautés être capables d'exprimer leurs besoins puis qu'on peut le mesurer, regarder peut-être un autre modèle de prise en charge qui est un changement de paradigme.
de ce qu'on voit, le méthode, on le dit toujours, je m'appelle à mon époque, un omni, 1500 patients. Je ne suis pas sûr que j'ai trouvé trop d'omni avec 1500 personnes inscrites, mais je donne les mêmes chiffres que toujours. À Kaiser, un médecin à 2600 clients inscrits à lui, mais il a une assistante médicale et les deux ensemble, et ce n'est pas un médecin, c'est une assistante, couvrent les 2600, répondent, échangent. Alors, ça, c'est un modèle de prise en charge, il peut y avoir d'autres. Alors, j'arrête là. Je pense qu'on a 2 micros, m'a été dit, dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à une de nos panélistes? Oui. Présentation, tout le monde, vraiment apprécié. Michel Codroyer de Léomed. J'aimerais jouer un jeu de rôle avec chacun d'entre vous maintenant. Je suis le premier ministre. Vous êtes mon ministre de la Santé. Et là, je vous dis, assez de blabla. Je veux avoir, c'est quoi une chose qu'on va implanter pour nos citoyens et je place le patient au centre. La chose dont vous allez me dire, une. Je vais prendre mon pouvoir et vous permettre de le faire. C'est quoi ça? Bon, si je me permets une chose, je dirais c'est de donner un rôle plus central aux infirmières dans les équipes interprofessionnelles et de valoriser les rôles des autres professionnels. Yeah. The concept of the patient medical home needs to be invested in, and that we could spend an hour talking about that. In British Columbia, I vehemently do not think that they exist. I don't have time to get into what it is, but it's patient care teams, infrastructure, academics, training, quality, everything. It's the idealized model of primary care. Anything, nurse-led teams can work, but you need to have it. So in BC, there's been this whole shift of family physicians are the specialists in primary care. So family physicians are good at complexity and relationships, but you need to be able to do it. Yeah. Which term, sorry? The home. Patient medical home. Yeah. So if you look at the College of Family Physicians of Canada, type in PMH, CFPC, you'll see this beautiful diagram. On appelle en français le centre médical de famille, si je ne me trompe pas. Oui. Ce qui est les GMF que nous, on a développé à l'intérieur du même concept. Alors, votre PM vous demande, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, j'ouvrirais d'autres portes d'entrée, justement, que le médecin de famille pour qu'on se concentre sur la complexité puis la prise en charge globale des cas plus complexes. Donc, un accès au physiothérapeute directement, un accès à l'optométriste directement remboursé par la RAMQ, parce que là, ils peuvent y aller, mais c'est pas remboursé. Je pense que ça aiderait. Moi, je vais aller exactement dans le même sens que le Dr Dufresne. Donc, vraiment avoir le bon professionnel au bon moment, puis effectivement qu'on n'ait pas la complexité de la rémunération de ce professionnel-là. Donc ça va, je pense que c'est quelque chose qui pourrait faciliter tout cet accès-là. Il ne faut pas me demander la question parce que j'ai beaucoup de choses qu'on a essayé de mettre en place et un gouvernement a beaucoup de priorités. Mais si j'en avais une, au départ, j'aurais le goût de dire revoir la rémunération des omnis et des spécialistes, créer une équité qui influence le rôle de chacune des professions pour qu'il y ait une meilleure intégration entre les deux. C'est incroyable comment la rémunération a influencé tellement les enlignements, les orientations, le niveau de prise en charge, la frustration, les AMP. Si on parle de juste ce volet-là, de faire le ménage, tu sais, alors voilà. Oui. Merci tout le monde pour vos commentaires. Ce que je voudrais vous demander, c'est que vous avez présenté plusieurs modèles à travers le temps, à différents endroits. C'est quoi la place de l'évaluation de la qualité de l'accès, puis de ce qui fonctionne? Est-ce que la littérature, Mme Surial, vous en avez parlé un peu, mais dans le processus de prise de décision, il me semble que c'est toujours une question de l'avis d'une personne plutôt que de la mesure puis de la science sur les bonnes pratiques. On peut se demander, la loi 15 est fondée sur quelles données probantes? Oh mon Dieu.
I think you're preaching to the choir, comme on dit en français. You're preaching. Alors, absolument, je suis vraiment d'accord avec puis on en a parlé hier avec un autre panel qui avait Philippe Lachance, Maria Poitras, entre autres. L'idée de... Actuellement, l'évaluation se fait beaucoup à l'externe. On a la commissaire à la santé et au bien-être qui fait un peu d'évaluation. Ça se fait un petit peu à travers l'INES. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas dans le projet de loi 15. Puis je pense que le mot évaluation peut faire peur. Puis je pense qu'il y a un petit changement de culture à faire d'enlever le mot performance, d'enlever le mot évaluation, puis de créer une culture de confiance pour pas que les prestataires de soins se sentent que c'est un exercice qui va finir par être punitif si on évalue la qualité. Puis c'est vraiment juste dans un processus d'amélioration. Donc, si on arrive à changer cette mentalité-là, c'est absolument essentiel. Je pense qu'on a un devoir au public. Hein, c'est basé sur nos fonds publics. On a un devoir d'évaluer ce qui se passe, l'impact, l'efficacité et de réagir sur des données probantes pour toujours être en mode d'évaluation. Mais je suis entièrement d'accord que c'est souvent relégué de façon externe et si on pouvait l'intégrer là, dans les processus, ça serait formidable. Do you have a commentary or do you have a commentary? Non, Non, je pense qu'on a un certain degré d'accord avec ça. Et ça m'amène, dernière petite réflexion, l'évaluation et cette notion de collecte de données, d'avoir de rigueur, d'avoir l'imputabilité. Toutes ces phrases arrivent vers une bureaucratisation et une rigidité. On nie pas le besoin des données et d'une évaluation. C'est l'approche et les raisons pour lesquelles on fait cette évaluation. Si c'est pour un contrôle, si c'est pour la question « trouve-moi le bouc émissaire », à qui je peux blâmer pour telle chose ou telle chose, on n'atteint pas une adhérence des intervenants. Alors, il faut le faire, mais trouver la bonne moyenne de le faire. Oui, madame. Bonjour. Je perds la voix, mais je vais quand même, de ce qui me reste comme voix, j'aimerais prendre la parole. En fait, moi, je suis infirmière clinicienne et actuellement, je suis gestionnaire dans les services généraux, dans les CLSC. Et ce que je voulais dire, c'est que actuellement, il y a toujours eu la première ligne, c'était les infirmières des services courants. Et il y a quelques années, donc, on faisait le triage. Et 50% de nos interventions, la plupart, on pouvait les gérer. Mais depuis quelques années, on a eu un GMF dans nos CLSC. Et donc, l'accès populationnel, on l'a perdu. Et on a perdu notre expertise. Et on a perdu aussi tous les corridors de service. Donc, actuellement, avant, on voyait de 50 à 70 patients par jour qui passaient par les services courants, par le triage infirmier. Aujourd'hui, on en a 5 à 10. Pourquoi? Je ne sais pas si tout le monde a entendu, là, on peut le répéter, la notion infirmière clinicienne fait le triage, changement des dernières années, réduction très importante de le nombre de personnes qu'on peut traiter dans l'équipe. Et nous, aujourd'hui, les panélistes suggèrent que c'est ça que ça prend pour assurer une prise en charge appropriée. Alors, on a des contradictions dans lesquelles on est confronté. Oui, peut-être d'être devant le premier ministre puis de lui expliquer des choses. De quelle région vous êtes? Ça peut prendre un certain temps. Moi, on est de Montréal, donc c'est le CIUS Centre-Ouest, dans lequel on a le CLSC Côte-des-Neiges, Parc Extension, Métro, Point de service Outremont. Alors, nous, on dessert des clientèles pour qui la première langue n'est pas le français, donc dans Parc Extension, où est-ce qu'il n'y a pas d'accès à des médecins de famille. Et actuellement, les infirmières, par exemple, au CLSC Parc Extension, qui n'ont pas de médecin de famille, ils ne peuvent pas être vus, alors que dans le passé, on faisait le triage pour la plupart de ces gens-là. Et après ça, on allait voir le médecin s'il y avait quelque chose. Maintenant, zéro.
Mais en général, En général, c'est parce qu'on a coupé Oui. cette collaboration-là. Oui. Puis je trouve que même pour le GAP actuellement, OK, on avait toutes ces équipes d'infirmières dans les CLSC au service courant. Le GAP, on n'a pas été sollicité. On n'a pas fait partie de toute cette trajectoire. Mais j'espère, j'ai confiance que... ben, à Laval, on les a intégrés, ces trajectoires-là. À Laval, on a fait un inventaire de tout ce qui existait avant de créer des corridors de services. Là. Oui. On a pris tous ceux existants. Puis, règle générale, un CLSC qui devient JMF devrait garder son volet service courant à Laval. Ils sont gardés dans le CLSC. Mais je pense qu'il y a des différents modèles actuellement. Possiblement. Mais chez nous, c'est comme ça que ça s'est passé. On arrive, je pense qu'à la fin de notre session, je vois le temps qui file. J'aimerais remercier chacune des panélistes d'avoir pris le temps d'expliquer leur situation. Je pense qu'on a allé vers un certain nombre de consensus parmi eux d'un enlignement de futur et je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci. Very good. A pleasure. Thank you very much. Merci beaucoup. C'était très...